tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais il y a un certain nombre de personnes qui s'ignorent, qui sont des repreneurs en puissance, en fait. Je me considère comme une âme indépendante et entrepreneuriale, mais je n'ai jamais voulu lancer un projet à partir de zéro. C'est pas quelque chose qui m'a animé. C'est pas quelque chose dans lequel j'ai été en réussite. Ma vie n'a pas démontré ça. 32 des 42 milliardaires français, d'accord, utilisent la reprise d'entreprise en levier de croissance. Et donc, ce chemin, pour nous, c'est de se dire, ok, je vais me challenger à faire une action qui va être un peu challengeante, pour le coup, un peu inconfortable, mais il faut que je prenne du kiff dans ce que je fais. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, la bonne fortune, dans cette émission, j'ai l'immense plaisir, comme j'aime à le dire, toujours l'immense plaisir de recevoir mes invités. On va découvrir avec Aurélien Schneider le monde un petit peu de l'investissement au sein des entreprises et notamment plus particulièrement du rachat ou de la reprise d'entreprise. On va évoquer également des thèmes comme le private equity et tous ces domaines-là, l'investissement peut-être dans les startups, mais axé plutôt sur son domaine d'expertise qui est le rachat d'entreprise. Alors Aurélien Schneider, bonjour. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. On peut voir donc sur ton LinkedIn notamment et puis sur ton site internet de ton groupe Iluti, on y reviendra, que tu es un multi-entrepreneur, un investisseur en reprise d'entreprise depuis maintenant plus de 10 ans. Et tu es intéressé notamment par des lieux, des expériences d'exception, des entreprises particulières, on y reviendra. Et donc, comme je le disais, tu as fondé le groupe d'entrepreneurs investisseurs privés, Iluti Investissement. Donc, tu as un background en études avec un master École de commerce. en école supérieure de commerce, voilà, de management, qui t'a amené jusque-là aujourd'hui. Donc, tu as 36 ans, si je te dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus et nous dire d'où tu viens et pourquoi tu en es arrivé jusqu'ici à être passionné de la reprise, du rachat et de l'investissement dans les entreprises? Alors, comme tu me l'as dit, je m'appelle Aurélien Schneider, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, dont une petite depuis 1 mois. Et ça fait 10 ans, 11 ans, un peu plus de 10 ans que je m'intéresse à la reprise d'entreprise, mais la reprise d'entreprise est simplement le moyen pour moi d'exercer quelque chose qui m'anime profondément, qui est, comme tu l'as dit, l'investissement dans des lieux et des expériences d'exception. Je J'adore et modestement, je pense que j'ai un vrai talent pour déceler des opportunités d'investissement extraordinaires, uniques et pouvoir les révéler, voilà, qui ont un fort potentiel à être révélés. On va rentrer un peu plus en profondeur pour voir un petit peu les avantages pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, de se tourner sur ce type d'investissement, d'entrepreneuriat, peut-être en quelque sorte. Tu vas nous décrire un petit peu les contours. Qu'est-ce qu'on peut y gagner? Ça va être quoi un petit peu les différences par rapport aux différents peut-être thèmes et sujets qu'on a déjà abordés ici avec les différents invités qui sont venus sur La Bonne Fortune, comme par exemple l'investissement immobilier, locatif, la bourse, etc. Quelle est un petit peu la différence? Donc moi j'ai mon avis un petit peu sur la question. Je te suis, je t'ai découvert d'ailleurs grâce à François Denis. Aujourd'hui on va l'aborder forcément d'une toute autre façon parce que j'ai peut-être un œil un peu plus novice sur tout ce qui est rachat, reprise d'entreprise, mais ça va être super intéressant, je pense, et celles et ceux qui nous écoutent vont découvrir plein de choses également et tous les avantages qu'on peut en tirer. Tu investis aujourd'hui, tu investis sur la France uniquement ou à l'étranger, juste pour voir, pour savoir? Aujourd'hui, je suis exclusivement en France, mais c'est sûr et certain que, au moins en Europe, on va pouvoir s'implanter. La problématique qu'on a,
c'est qu'il nous faut un droit qui soit, facilitateur en termes de propriété. Et en Asie, par exemple, c'est pas adapté, même s'il y a toujours des solutions, c'est pas adapté. Enfin voilà, il faut qu'on ait quand même un cadre, du droit, de la propriété, qui soit, adapté. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'en France, on se plaint souvent et les entrepreneurs, j'imagine que et les investisseurs que tu accompagnes peut-être, te font souvent ces remarques, de la lourdeur administrative, que ce soit en termes de démarches, en termes de délai également, peut-être, un peu moins, mais en termes de coûts. Cependant, ça permet quand même une certaine, en quelque sorte sécurité et le fait que, ce soit, tous ces contrats, ces reprises checkées via des avocats, des notaires, et cetera, enregistrés permet quand même une certaine forme de sécurité. Oui, on a un cadre qui est, favorable sur un certain nombre de points et défavorable sur d'autres. On est favorable parce qu'on a le crédit bancaire qui est très ouvert, qui permet, notamment tous les investissements, immobiliers, ou on a la reprise également. Ce qui n'est pas ouvert, partout. On a des taux qui sont extrêmement bas et c'est pas partout le cas non plus. Hem, on a un droit de la propriété qui est globalement correct, même si, c'est pas le meilleur du monde. Il y a des pays qui protègent encore mieux, les propriétaires. Voilà, il y a plusieurs aspects qui sont assez favorables. Il y a des aspects un peu plus, délicats qui sont, ce qu'on en connaît déjà, la réglementation, l'administratif et l'instabilité dans les décisions qui qui rendent difficile de se projeter à long terme sur des projets ou sur, voilà, on a toujours, chaque changement de gouvernement, c'est un changement de fiscalité et ça c'est un peu, plus, challengeant, on va dire. Concernant ton parcours, donc, comme on le dit, ça fait une dizaine d'années que tu es dans ce domaine-là, intéressé par le rachat d'entreprises, et cetera. Est-ce que tu te considères plus comme un entrepreneur ou comme un investisseur quand tu fais des projets? Écoute, c'est une excellente question parce qu'à chaque fois, qu'on est, interrogé là-dessus, je suis toujours un peu, tiraillé entre les 2. Je vois pour ceux qui connaissent et j'imagine que tu vas le visualiser de très, très bien, le cadran du cash flow de notre cher ami, Kiyosaki où, donc la partie droite du cadran du cash flow, on a le côté, détenir un business, posséder les entreprises et aussi l'autre côté, investir dans les entreprises et c'est peut-être là où on va voir la différence, on va rentrer un peu plus dans le détail entre le rachat reprise d'entreprise comme tu le concèdes et le private equity pur et dur, l'investissement dans les startups, par exemple. Mais est-ce que tu te considères, voilà, plus comme un chef d'entreprise ou comme un investisseur? Mmh. Je mettrai la croix, pile, sur le trait entre les 2. Voilà, si on doit rentrer dans une case. Et donc de ces 10 ans, qu'est-ce qui t'a amené? C'est ton parcours, scolaire? C'est ton parcours, peut-être familial? Peut-être, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce milieu de la reprise d'entreprise, du rachat d'entreprise? Alors, cette question amène une réflexion, au préalable qui est de dire, il y a beaucoup de gens qui vont se tourner vers l'entrepreneuriat pour, toutes les raisons qu'on va pas évoquer ici, mais qui sont assez évidentes, macroéconomiques et tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, c'est aussi une, réalité. À côté de ça et moi, par exemple, je me considère comme une âme indépendante et entrepreneuriale, mais je n'ai jamais voulu lancer un projet à partir de zéro. Tu vois? C'est pas quelque chose qui m'a animé. C'est pas quelque chose dans lequel, j'ai été en réussite. Ma vie n'a pas démontré ça et à côté de ça, des opportunités de vie m'ont montré qu'il était possible de reprendre des entreprises. C'est-à-dire qu'il était possible d'en trouver et on en connaît tous des entreprises qui sont, mal gérées ou gérées un peu à l'ancienne, où on pourrait faire différemment et on s'est tous dit, même quand on va dans un bar, quand on va dans un restaurant: «Mais pourquoi ils font ça?» ou quand on est client d'un produit ou d'un service: «Mais pourquoi ils feraient pas autrement? Ça marcherait quand même beaucoup mieux» et instinctivement, j'ai toujours été attiré par ça. Tu vois, c'est toujours ça qui m'a attiré et puis, j'ai eu des opportunités, personnelles qui ont tiré vers ça. Mais ces opportunités sont venues par, enfin, elles sont pas venues toutes seules, elles sont venues parce que mon identité, c'était ça, en fait. Et c'est que je suis ça c'est un peu il y en a qui diraient loi d'attraction et cetera et cetera. Je pense pas ça, je pense juste que ça vient à soi parce qu'on est ça.
Et on attire ce qu'on est, en fait, tout simplement. Et j'ai attiré à moi des opportunités de reprise parce que je l'étais profondément, en fait. Et donc, cette réflexion de se dire, OK, beaucoup de gens veulent aller vers l'entrepreneuriat pour beaucoup de raisons. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais il y a un certain nombre de personnes qui s'ignorent, qui sont des repreneurs en puissance, en fait. Voilà. On va voir, tu vas développer un petit peu justement la barrière entre l'entrepreneuriat, on va dire monter une entreprise à partir de zéro et l'avantage que tu y tires, toi, à l'inverse, de reprendre déjà une entreprise qui est déjà constituée pour la valoriser et on verra après quelles sont les pistes, les critères, etc. pour les sélections. Ouais, bien sûr. Euh, du coup, je voulais te demander, j'ai perdu ma question dans dans le flow, mais c'est pas grave, ça va revenir. Du coup, oui, c'est ça. Quelles étaient, tes premières opportunités, et quel était ton premier achat, d'entreprise? Après, comme je le disais, on va revenir sur les avantages et cetera, les différences, mais quelle était cette première opportunité qui t'a donné le déclic et qui t'a conforté dans tes idées, dans ce que tu es aujourd'hui? Alors, il y en a plusieurs qui sont venus en même temps. Quand je suis sorti de l'école de commerce, déjà, j'avais mon papa qui était, dirigeant d'une structure et cette structure était, en redressement judiciaire et elle avait, nécessité d'être, reprise parce qu'elle était, gérée, par, des enfin, c'était sous une forme associative, en fait, qui était très peu adaptée à une activité qui était une activité pourtant 100% commerciale. Et c'est le premier projet dans lequel je suis tombé, dans lequel j'ai baigné. Et à la sortie de l'école de commerce, j'avais beaucoup d'opportunités parce que c'était une école qui était très cotée à l'époque. Et je me suis dit, ça m'embête de me mettre salarié. J'avais pas l'envie en fait de rentrer dans ce truc-là. Et j'avais vraiment envie d'être entrepreneur en fait. Mais encore une fois, je voyais pas une vocation entrepreneuriale créateur de zéro. Et il y avait ce projet-là, donc je me suis dit bon, ok. Donc du coup, j'ai été salarié de cette structure pendant un certain temps en vue de la reprendre ou tout du moins de sortir un projet qui me dépassait un peu en fait, qui faisait qu'on pouvait faire une reprise. Et puis de cette structure-là a découlé plusieurs opportunités derrière. Euh, et dans la reprise, c'est souvent comme ça et ce sera toujours comme ça. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas abouti, mais les quelques projets qui ont abouti sont des projets qui sont intéressants intellectuellement, financièrement, en termes d'épanouissement, etc., etc. Et donc, ça a été quelque chose, une des notions qui est importante, qui est cette histoire de cercle vertueux. C'est-à-dire que dans beaucoup de domaines de vie, et dans la reprise, c'est aussi le cas, le premier projet est le projet le plus challengeant à engager, mais après, il amène d'autres projets. Et aujourd'hui, les projets, j'allais dire, viennent à moi. Enfin, c'est le cas, en fait. Ils viennent à moi. C'est-à-dire que quand les gens m'appellent ou j'ai des opportunités, encore hier, on m'a proposé de reprendre une entreprise que j'ai pas sollicité. En fait, c'était un actif immobilier plutôt, mais que j'ai pas sollicité, mais qui vient à moi parce que c'est dans le périmètre dans lequel je suis, quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as ce cercle vertueux qui commence à s'engager une fois que tu as engagé ton premier projet parce que tu touches tellement de strates économiques et sociales qu'à un moment, tu deviens magnétique par rapport à ton activité en tant que telle. Il y a des gens qui voient de l'opportunité en toi et qui vont te proposer des choses. Donc, en fait, ça se passe comme ça. Donc, cette première opportunité qui a été une opportunité familiale, qui est certainement la, la, le sourcing le meilleur, en fait, c'est d'avoir quelque chose dans lequel tu es très, très proche, c'est-à-dire un parent qui te vend une société ou un ami très proche qui va te vendre une société ou voilà, un réseau très, très proche. Ça, c'est vraiment un des meilleurs sourcings, mais c'est le plus difficile parce qu'il Mhm, faut, mhm. c'est un peu une, C'était quoi cette première structure? Vous faisiez quoi? Tu peux nous en dire un petit peu plus? C'était dans quel domaine? je peux pas en dire beaucoup plus parce que il y a des interactions que je vais pas expliquer là, mais c'était un centre de vacances. OK, Donc d'accord. c'était une activité touristique. C'était une activité touristique et le bâtiment était et l'est toujours très vieillissant parce que c'est un projet qui n'a pas été mené à son terme comme on l'aurait souhaité in fine.
Mais c'était un bâtiment extrêmement vieillissant qui datait des années 30. C'était une ancienne colonie de vacances, en fait. Et les colonies de vacances ont été dévastées, en fait, par tout un tas de contextes économiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'aides qui ont été apportées. Il y a eu des accidents, il y a eu des cas de pédophilie. Et puis, de toute façon, c'est une tendance générale que les colos euh, descendent en fait. Ouais, bien Il n'y a sûr. plus de croissance du tout sur ce marché. C'est un marché qui est complètement Tu l'as déclinant. toujours cette, société, cette structure? Non, non. Donc en fait, c'est une structure qui, in fine, a été liquidée en vue d'être reprise par une autre personne qui a repris le business à notre place. On était deux compétiteurs, on va dire. Moi, j'avais constitué Mmh. un consortium qui regroupait un gros opérateur touristique et puis un fonds d'investissement. Et ça n'a pas pu aller jusqu'à son terme du fait d'une contre-proposition sur l'offre d'achat qui a été faite au dernier moment. Donc on a fait une offre en même temps que quelqu'un qui était apparemment très très informé sur le dossier et qui a remporté le deal, mais qui n'était pas dans une logique, je pense, économique. OK, d'accord, ouais. Bon, on reviendra sur tes différents projets peut-être un peu plus en fin d'émission, après. Oui, Notamment, j'en ai un dans le viseur là que j'ai vu notamment, que tu me montrais en vidéo et cetera, mais on y reviendra, yes, en fin d'émission. Avant d'attaquer vraiment dans le vif du sujet, de voir un petit peu d'une part le process, comment se passe un rachat d'entreprise et cetera, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut, nous, investisseurs, entrepreneurs, appelons ça comme on veut, sur le milieu du trait du cadran du cash flow, sur la yes, partie droite pour voir tous ces avantages qu'on a en tiré. Comme tu disais juste avant, je voulais juste rebondir là-dessus parce que je trouve super, super intéressant ce que tu viens de dire et ça fonctionne vraiment dans tous les domaines et notamment de l'investissement. Le fait d'attirer à soi ce qu'on est, ce qu'on cherche et de provoquer quelque part ce cercle vertueux. Des fois, quand certains font des investissements, on va dire, allez, même immobilier, on fait un bon coup, et cetera, certaines personnes vont peut-être avoir, l'esprit qui va dire: «Ah, tu as eu de la chance. Ah, ah oui, oui, mais toi, ouais, c'est facile parce que ça, parce que ça». Alors qu'en fait, des fois, oui, bien sûr qu'on a besoin tous d'un petit coup de pouce d'un moment donné, et cetera, qu'il y a des opportunités et quand ça passe devant soi, faut la saisir. Mais comme tu le dis, le fait, d'engager et cetera et au travers ce que tu as construit aujourd'hui, maintenant on te rapporte les affaires et moi je le vois aussi, notamment, heu, au sein des investissements aujourd'hui que je fais et notamment sur un investissement en private equity que j'ai pu faire. Ça a permis avec, justement ces associés-là de repartir sur un nouvel investissement qui est en train de se mhm, concrétiser. Il y a encore du boulot sur, l'immobilier, quelque chose de conséquent et en fait, cette idée de cercle vertueux, on pousse une porte, on ne sait pas trop, derrière où on va chercher quelque chose. Par contre, on ne sait pas encore toutes les opportunités qui peuvent venir derrière. Donc, il est quand même intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent que si vous avez envie de passer à l'action, que ce soit aux reprises d'entreprise, rachat d'entreprise ou tout autre domaine d'investissement, n'hésitez pas à pousser ces premières portes pour découvrir le monde qui se cache derrière, qui est vraiment fantastique, et toutes les opportunités que vous allez découvrir derrière. tu dis quelque chose de très important parce que, tu sais, en le disant, je pressentais un peu cette réflexion que tu amenais, quand je disais que, voilà, c'était quelque chose qui était venu, par la famille et cetera. Et en fait, il y a 2 façons de voir ça. C'est soit de se dire: «Bon, bah, lui, il a eu cette chance-là», mais en fait, cette chance-là, n'en est pas une si tu ne la saisis pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est une chance, mais en fait, on en a tous des chances autour de nous. Mais moi, j'aurais pu très bien dire: «Bah non, moi, je vais dans le salariat et puis je saisis pas cette opportunité qui ne m'était même pas proposée». C'est moi qui ai été proactif dans ce truc-là en disant, à mon père: «Bah, on devrait peut-être se positionner sur le rachat de la boîte parce que, elle est en difficulté, il y a peut-être une opportunité» et ça s'est fait comme ça. Et après, on peut se dire: «Oui, bah, lui, de toute façon, maintenant, il est implanté, donc c'est normal qu'il ait des trucs parce que ça vient à lui». Et en fait, on peut toujours être dans ce système d'excuses, de se dire: «Bah, oui, mais pour lui, c'est». Ça serait, selon moi, faire une erreur parce que ça devrait plutôt amener une autre réflexion, c'est de se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai autour de moi que les autres n'ont pas?» Une qualité intrinsèque, un environnement, des amis, des connaissances, un réseau, ou qu'est-ce que je peux construire qui va me permettre d'arriver à ça? Parce que dans ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, ce cercle vertueux,
le plus dur, en fait, c'est de faire les premiers pas. Puisque moi, j'aurais pu, et il y a beaucoup de raisons qui auraient pu faire que de me dire: «Non, je vais pas me positionner sur ce truc-là, parce que c'est mon père, parce qu'il y a le regard des autres, parce que si, parce que mi». Et en fait, il faut enlever cette couche de jugement qu'on a envers soi et de croyance qu'on a envers soi pour arriver à se dire: «Mais qu'est-ce qui est aujourd'hui le mieux pour moi par rapport à mon environnement?» Je sais qu'on est dans une société où on prône, l'égalitarisme, où, tout le monde doit avoir la même chance, mais la vérité, c'est que c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça, c'est juste une vue de l'esprit et c'est une vue politique. Mais ça n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on est, qui on est et où est-ce qu'on grandit et comment on grandit et avec quelles croyances on grandit. Et heureusement aujourd'hui, chose que je n'avais pas, hein, moi, quand je me suis lancé. Aujourd'hui, il y a un accès extraordinaire au savoir. Aujourd'hui, on est vraiment dans les travailleurs du savoir. Et on, on- on- plus on lit, plus on écoute, plus on se rend compte que on est tous forgés de croyances qu'on appelle limitantes, mais qui sont bloquantes en fait. Et c'est ce que je voudrais, peut-être un des premiers messages que je pourrais passer dans ce podcast, c'est attention à ça. Et aujourd'hui, et moi y compris, enfin voilà, on est tous humains. Quelles sont les croyances qui nous font dire que ça n'est pas faisable, que ça n'est pas qu'on peut pas s'engager, alors qu'en fait, on peut le faire. Simplement, faut juste balayer au-dessus tout ce qu'il y a pour aller chercher au plus profond ce qu'on veut être. Dans tous les cas, il y aura, comme tu dis, en fonction de toutes ces opportunités, le jour où il va falloir se positionner, il y aura dans tous les cas, malgré toutes les connaissances, tout le savoir, toute l'appétence, tout l'environnement, même si tous les éléments sont favorables, il y aura toujours à un moment donné, si on veut se lancer, investir, faire un rachat d'entreprise ou autre, que sais-je, se mettre, entre guillemets, «en point de déséquilibre» pour, signer, ce rachat d'entreprise, pour se lancer et cetera. Et à un moment donné, il va falloir passer outre cette barrière et se mettre en point de déséquilibre et passer en état actif. Et c'est vrai que c'est pas Il y a forcément pas le il y a choix. pas le choix. Après, ce qui est pas forcément évident, c'est que des fois, on n'a pas suffisamment de recul sur soi pour le voir. Je veux dire là, l'exemple de se dire: «Oui, mais alors lui, il a de la chance parce que, il avait l'opportunité par rapport à son père», ou, je sais pas, il a été héritier, enfin, c'est pas mon cas, mais il a été héritier. Enfin voilà, on peut toujours, se dire ça, mais en même temps, aujourd'hui, on est dans une époque extraordinaire. On a l'essor des crypto-monnaies, on a l'essor de tout un tas enfin, du savoir, encore une fois. Et ça aussi, c'est une opportunité. Mais comment on peut la saisir? Comment on peut aller faire le step en plus qui soit légèrement inconfortable, mais tout en même temps très excitant, tu vois? Si on reste dans cette notion de jugement et de se dire, «Il faut absolument que je fasse, il faut absolument que je réussisse, que j'y arrive», et je rassure tout le monde, je suis là-dedans aussi. Mais en fait, on se pousse pas toujours pour des bonnes raisons. On se pousse parce qu'on veut être reconnu, on se pousse parce qu'on on veut réussir, tu vois? Et c'est un peu un paradoxe parce qu'on veut réussir pourquoi? Pour être épanoui, pour être heureux, mais on on emprunte un chemin qui va être désagréable, en fait, au final. Et ça, c'est un point aussi important, c'est de pouvoir emprunter un chemin qui soit un chemin intéressant pour arriver à un endroit intéressant. Et donc, ce chemin, pour nous, c'est de se dire: «OK, je vais me challenger à faire une action qui va être un peu challengeante, pour le coup, un peu inconfortable, mais il faut que je prenne du kiff dans ce que je fais». Vraiment à fond. Beh, là, tu touches un point sensible où en effet le plaisir, l'envie, le désir, heu, doivent être des moteurs, vraiment pour faire, ce qu'on fait et d'investir, d'entreprendre. Ça doit vraiment être, la base. Alors soit, on a tous des ambitions, on va dire de retour sur investissement, d'augmentation de revenus, de construction de patrimoine et cetera, de rentabilité en quelque sorte. Cependant, c'est pas indissociable avec la notion d'une part de plaisir et deuxièmement de sens. On a fait un épisode extraordinaire, le dernier épisode avec Laure Verhaeghe de l'Endosphère, où justement, sur toute la transition énergétique, etc., on peut donner du sens à ce qu'on fait, si c'est un domaine qui nous intéresse, on peut donner du sens à ce qu'on fait tout en étant rentable en quelque sorte. Et donc, si on a une appétence pour tel ou tel domaine, ben, il faut y aller, faut pousser les portes, et c'est vraiment une belle leçon que
que tu exprimes ici. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc on a bien compris que dans tous les cas, on avait donc toute l'information qui était disponible aujourd'hui, comme Estelle Ballot le dit, j'aime bien le reprendre, depuis que Harvard a mis ses cours en ligne disponibles pour tout le monde. Dans tous les cas, on va dire qu'il y a tout le savoir, en quelque sorte, en tout cas une grande partie de disponible. Il y a toute la littérature aussi depuis des années et des années, même pour certains livres des siècles, hein, qui sont intéressants à lire aussi. Donc on a aujourd'hui, à l'heure d'Internet, vraiment une multitude d'informations disponibles et gratuitement ou très très accessibles. Un bouquin, ça coûte 10, 15, 20, allez, peut-être 100 euros pour les livres les Mmh. plus techniques et les plus complets. On a des chaînes YouTube comme la tienne, où tu apportes énormément de valeur sur tout ce domaine du rachat, de la reprise d'entreprise. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, etc., tu proposes même un accompagnement, un programme de formation. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Mais avant tout, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont les avantages d'une reprise d'entreprise, d'un rachat, et quel est le processus? On peut commencer déjà par tirer des avantages, des bénéfices. Pourquoi les auditeurs, les auditrices et moi-même, parce que je suis vraiment très intéressé par ce sujet également, on aurait intérêt à venir participer à cette fête et à prendre, entre guillemets, «notre part du gâteau», si je peux m'exprimer ainsi. Alors il y a deux choses, il y a un peu ce qu'on a déjà évoqué, avant, c'est-à-dire il y a un critère intrinsèque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des difficultés à entreprendre et à partir de zéro, mais qui ont envie de faire de l'entrepreneuriat et pour qui, en fait, tu l'opportunité de reprendre une entreprise, c'est de pouvoir prendre une boîte qui tourne, insuffisamment, qui a beaucoup de potentiel et par cette reprise et bien et puis, par ce que j'appelle des upgrades, c'est-à-dire ce que tu vas pouvoir engager derrière, des actions que tu vas pouvoir, insuffler à l'intérieur d'elle-même, développer le commercial, digitaliser et cetera, et bien, créer beaucoup de valeur et beaucoup de croissance dans cette entreprise. Mais ça doit partir déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, de soi. Parce que pareil, la reprise, c'est pas adapté pour tout le monde. Tout comme l'entrepreneuriat, c'est pas adapté comme tout le monde. Tout comme le salariat, c'est pas adapté comme tout le monde. Sauf que, contrairement au salariat ou à la micro-entreprise à la personne qui va lancer une start-up pour en faire une licorne, il y a peu de communication autour de la reprise d'entreprise alors que c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Donc, merci à toi pour populariser ça. Donc déjà, ça va partir de soi et de se dire: «Est-ce que c'est quelque chose qui peut m'intéresser par rapport à mon caractère, par rapport à qui je suis?» Et puis à côté, on a des facteurs, une fois qu'on a validé ça, on a des facteurs macroéconomiques qui sont extrêmement favorables. Et oui, en ce moment, on est dans un contexte rempli d'opportunités avec Oui, notamment cette crise du Covid qui va peut-être laisser malheureusement énormément de monde sur le carreau ou même avant, avec ne serait-ce, d'un point de vue, tu vas nous le confirmer, ne serait-ce le point démographique, avec tous les départs en retraite, les personnes, etc. Euh, des ophtalmos qui n'ont pas de repreneur, un dentiste, une boulangerie, un restaurant, etc., parce que la personne part à la retraite et qu'il n'y a pas de repreneur. C'est peut-être ça que tu voulais exprimer ou peut-être même aller plus loin. Dis-nous tout, voilà, Pierre. en fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a plusieurs types de profils dans les repreneurs. Tu as les repreneurs qui vont s'acheter un job, c'est-à-dire qu'ils ont envie de s'acheter une entreprise, et puis, ce sera l'entreprise de leur vie, ils en feront qu'une et puis ils bosseront dedans, plus ou moins. Puis il y a des gens qui ont plutôt mon profil, qui sont des gens qui sont plutôt dans une montée de développement et de grandir et de construire beaucoup, d'accord? Avec des objectifs ambitieux, enfin qui peuvent paraître ambitieux pour, 90 des gens, on va dire. Et en fait, dans les 2 cas, c'est adapté. C'est-à-dire que si tu te dis: «Bon, bah, voilà, moi je veux ma boîte, je veux des revenus, puis je veux ce qu'on appelle la liberté financière ou, une autonomie et je veux quelque chose qui marche, quoi», bah, c'est possible et puis si je veux croître beaucoup, c'est possible. Si tu veux croître beaucoup, c'est tellement possible que, 32 des 42 milliardaires français, d'accord, utilisent la reprise d'entreprise en levier de croissance. C'est certainement avec, vraiment, la licorne tech et cetera, les 2 seuls moyens de devenir, vraiment milliardaire. D'accord. Ils font la reprise ou ils font de la prise de participation Ils simple? font de la reprise. Voilà, ils rachètent les entreprises, OK? Donc c'est le levier de croissance, donc c'est le Forbes qui est je sais plus, qui doit être, dans ma chambre. Un petit peu comme l'image de Facebook qui rachète WhatsApp. Oui, voilà, parce qu'en fait, si tu veux, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide de faire comme ça. Bernard Arnault, il n'a fait que de l'achat d'entreprise, en fait.
Tu vois? Et après, il a une stratégie de groupe, et cetera. Il mutualise, mais il n'a fait que ça. Et donc, j'invite tout le monde à acheter le Forbes, hein. Il est encore disponible jusque je sais pas quand là, celui du printemps, Mmh. 2021. Mmh mh. Et vous verrez que vous pourrez regarder, c'est écrit noir texto Mmh. qu'ils font comme ça. Bon. Alors, l'opportunité maintenant macroéconomique, quelle est-elle? Petit 1, on a un dirigeant sur 4 ou sur 5 qui doit partir en retraite parce que démographiquement, il faut partir. Et il y a personne pour acheter les entreprises. Donc du coup, on a à peu près entre 30 et 40 000 entreprises qui ferment chaque année, faute de repreneurs. Pas parce qu'elles sont en difficulté. Bon, il y a une partie qui est peut-être en difficulté, il y a peut-être une partie qui est pas viable, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de ces entreprises qui ferment et qui licencient parce qu'il y a plus, il y a départ en retraite et puis il y a personne pour reprendre la boîte. Et c'est vrai que dans nos environnements, moi j'en connais quelques-uns, mais dans nos environnements, on connaît très peu de repreneurs d'entreprises. On connaît beaucoup d'entrepreneurs, mais peu de repreneurs. Mais il faut bien des repreneurs pour acheter toutes ces entreprises qui se créent, sinon elles ferment. Bon. Donc, on a cette opportunité-là. On a une opportunité qui va être liée au Covid, parce que c'est vrai que c'est une crise, et qui dit crise dit opportunité pour beaucoup. Et donc là aussi, il y a une opportunité. Il y a le fait qu'on est une nouvelle génération et qu'on a le digital qui vient et qui peut permettre de développer. Il y a beaucoup, beaucoup de critères qui sont très positifs et qui permettent aujourd'hui de reprendre une entreprise dans de très bonnes conditions. On a du crédit qui est faible, on a des montages de deals qui nous permettent d'éviter d'utiliser que la banque, ou même des fois on peut complètement éviter la banque. Il y a la question de l'apport qui est un petit peu l'épouvantail de la reprise d'entreprise, qui est devant le champ et qui dit bah tu peux pas rentrer parce que en fait il faut juste faire le tour. Et en fait on se rend compte qu'il est possible de reprendre sans apport, qu'il est possible de reprendre avec des cautionnements qui soient faibles. Qui disent sans cautionnement, moi ça me dérange pas d'être un petit peu caution, mais c'est même possible sans cautionnement. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en état d'être cédées et à des conditions qui sont très intéressantes quand même. Heu, il y a beaucoup de Ouais, facilités, il y a les mais reprises d'entreprise pour 1 €, il y a des aides de l'État, il y a peut-être la BPI enfin BPI qui peut il y participer en a qui également, reprennent avec le pour, PGE, avec le prêt garanti par l'État. Non, il y a mmh mh. bref, on va se dire qu'il y a beaucoup, beaucoup l'opportunité macroéconomique, elle est colossale. Ça, c'est sûr et certain. C'est un super levier de croissance. C'est selon moi le meilleur de tous. Et je regardais encore, tu vois, l'immobilier. Même l'immobilier, enfin, déjà l'immobilier, t'es sur des rendements qui sont faibles. Tu feras pas un fois 2 ou un fois 3 sur chaque opération immobilière, alors que dans la reprise, c'est de l'entrepreneuriat, donc c'est possible. La fiscalité est extrêmement avantageuse. Là où tu as, l'impôt sur la fortune et puis, une fiscalité sur la succession à 45, quand tu es en entrepreneuriat, tu es défiscalisé à 75 en succession, et tu as pas d'IFI. Donc tu vois, c'est tout en fait, il y a beaucoup de choses qui font que c'est très, très intéressant, quoi. Derrière, une fois que, allez, bah, juste un petit point, comme tu le dis, ne serait-ce la digitalisation pour revenir, en arrière. Moi, Mmh. je suis fasciné quand, là encore, ce week-end, donc pour la réouverture des terrasses et cetera, j'en ai profité pour aller me faire un sympathique, restaurant. Oui. Et donc, je regardais sur, TripAdvisor et cetera, et donc après ça m'amène, sur le site internet pour voir la carte. Mais quand tu vois des restaurants vraiment sympas, hein, qui tournent, il y a du monde et cetera, c'était du côté de Rocamadour, site touristique et Mmh. cetera, la terrasse, complète, donc c'est bien. Mais quand tu vois le site internet, ne serait-ce que le site internet, la façon dont il est construit, en dehors du fait qu'il soit moche, mais il est pas fonctionnel. Il y a pas forcément de newsletter. Quand tu commandes une carte, on ne te demande pas tes coordonnées pour te recontacter, pour te proposer des offres et cetera et cetera. Il y a énormément à faire, ne serait-ce juste sur la digitalisation. Ouais, bien sûr. Et tu as le e-commerce, tu as tout ce qui est e-commerce, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de développement. Et quand tu vois tous les gens qui se lancent dans le dropshipping actuellement ou machin et qui vont enfin, c'est quand même malheureux de voir des super potentiels qui sont quand même complètement gâchés à se dire qu'il faut acheter des produits en Chine et puis on va les importer et puis, il y a rien qui va être aux normes et puis tu vas peut-être tuer un bébé, enfin j'en sais rien, tu vois? Alors qu'en fait, tu reprends une boîte en France et puis tu instaures le e-commerce, tu as quelque chose de viable qui vaut quelque chose, parce que ces sites de e-commerce ne valent absolument rien puisqu'ils n'ont pas d'actifs. C'est, c'est fou, et c'est pour ça, c'est un peu désolant en fait. Voilà. Et ouais, et donc toi, donc, pour entrer, dans le vif, du sujet, quelles sont, tes sources de revenus suite à une reprise d'entreprise? Parce qu'un petit peu à l'image de l'immobilier ou de la bourse, moi comme ça, tu vas peut-être compléter, confirmer ou me dire, tu es complètement à côté de la plaque, j'en sais rien. Mais je vois deux sources, comme je te disais, comme l'immobilier et la bourse. Tu as soit d'une part la valorisation
heu, la construction en quelque sorte d'un patrimoine, Oui. notamment, avec, ce qu'on voit, la valorisation, tiens, Facebook est valorisé à tant de milliards et cetera et cetera. Mmh. Donc tu as le côté valorisation, donc patrimoine, actif, et tu as l'autre côté que je vois, donc là, c'est directement création de sources de revenus supplémentaires, donc à l'image un peu d'un dividende, d'un loyer qui tombe, et cetera et cetera. Donc pour moi, tu as ces 2 leviers d'enrichissement. Heu, Quels sont les tiens? Comment tu vois la chose et qu'est-ce que tu quelle est Alors ton effectivement, appétence? Comment tu vois tout ça? Même si je pense, connaître la réponse. tu as, dit quelque chose d'intéressant, c'est la valorisation. La valorisation, elle doit toujours être corrélée à la liquidité. C'est-à-dire au fait que ce soit effectivement vendable. Parce que c'est bien beau de dire que, Jeff Bezos, plus riche au monde, après ça change Bernard, mais en fait, c'est de la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, tu es bien d'accord que si ces gens-là, d'un seul coup, vendent toutes leurs actions, ils vendront pas à ce prix-là. Exactement, Donc c'est-à-dire qu'en fait, on nous trompe avec ces histoires de personnes les plus riches au monde parce que c'est pas une vérité. À côté de ça, quand on va revenir à notre step à nous, qui est donc le fait de revendre des entreprises, on va effectivement avoir une première action qui va être une action de valoriser l'entreprise que l'on achète et de là, de démultiplier sa valeur. Toujours fois 2 au minimum. C'est très important et ça, c'est possible pourquoi? C'est possible parce que on va amener des actions, je sais pas, une meilleure gestion, une meilleure commercialisation, on va avoir des actions qui vont faire que cette entreprise, elle va valoir, plus qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est la valeur patrimoniale qui augmente du fait du fait d'une meilleure santé économique de la société. À côté de cette valeur patrimoniale, tu vas avoir des revenus que tu peux te tirer ou pas, d'accord? Donc ces revenus, après, c'est les schémas classiques de versement de dividendes ou de versement de rémunération, sujettes ou pas au RSI, sujettes ou pas, à des cotisations sociales et cetera. Et donc tu vas avoir ça et puis après, derrière ça, tu vas pouvoir utiliser des montages, je vais dire juridico-fiscaux, on va dire, qui vont te permettre de bénéficier de la force de ce groupe-là. C'est-à-dire que tu vas pouvoir typiquement des monter. holdings, tu fais un groupe, tu crées une holding et tu peux jouer en fonction de tes différentes entreprises en dessous. Si tu en rachètes plusieurs, faire des conventions de trésorerie et cetera, et voilà, et bénéficier par exemple des dividendes, puis faire remonter au groupe et pas en direct pour éviter d'être à la flat tax à 30 par exemple. Enfin, tu as des montages comme ça, Oui, pour pouvoir, voilà, faire circuler les flux de trésorerie. Ça facilite, et ça permet de réinvestir, en masse en quelque sorte. Pour reprendre un petit peu, notre ami Kiyosaki, c'est vraiment le côté, payez-vous en premier. Payez-vous en premier, en quelque sorte, c'est de dire, au travers le vecteur de l'entreprise, donc là, on prend l'exemple de la holding, on a déjà toutes les charges, tous les investissements, tous les abattements, toute la fiscalité dans notre sens, avant d'être payé. Qu'un salarié, lui, c'est tout l'inverse. Il reçoit un revenu, il est tout taxé à 100% dessus, dans un premier temps, et après, il paye avec ce qui lui reste. Donc le processus, il est un petit peu inverse. Donc en effet, il y a tout cet arsenal, juridique, fiscal et administratif en quelque sorte, oui. qui permet de travailler. Donc la valorisation d'un côté, le revenu de l'autre. Qu'est-ce que tu affectionnes le plus? Et après, ma deuxième question, c'est comment valoriser ou savoir si une entreprise est sous-valorisée ou non. Le marché de l'immobilier, par exemple, on voit le marché, le prix moyen du mètre carré, on va sur seloger.com ou d'autres sites, Ouais. on a la moyenne, etc. En connaissant le quartier, en épluchant les annonces, on arrive à se faire une idée du marché relativement simplement, je trouve. Oui. Mais pour le marché des entreprises qui est un peu plus opaque, un peu moins développé, etc., la reprise, comment on s'en sort dans tout ça pour se dire, tiens, je veux racheter cette boulangerie, le restaurant, le club de bowling, j'en sais rien, moi, etc. Comment je fais pour savoir si c'est sous-évalué, s'il y a un potentiel et si je vais pouvoir la valoriser, deuxièmement, de façon à faire un x2 en 2, 3, 4, 5 ans en ayant remis sur les rails ou peut-être plus tôt. Comment on fait ça? Sur, ta première question, ce que j'affectionne le plus entre le patrimoine et le revenu, je pense que enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, c'est le patrimoine, puisqu'on ne se verse pas des revenus, énormes, alors qu'on pourrait. Mais, c'est pas une priorité. La priorité, c'est vraiment de constituer un groupe, très, très solide qui permet de donner de la capacité d'autofinancement. C'est un peu à contre-courant de ce qu'on peut, voir, ici et là
pour aller chercher des revenus importants. C'est pas forcément une stratégie d'ailleurs. Je donne un tips un petit peu, c'est que quand tu lis le livre Mon voisin le millionnaire, je sais plus, Millionnaire Next Door, je crois qu'il s'appelle en anglais. Tu découvres et j'ai découvert quelque chose que je savais intuitivement, mais que je n'avais pas perçu. C'est que très souvent des millionnaires, chefs d'entreprise ont des problèmes, si on peut appeler ça des problèmes, mais ils ont des problèmes de revenus. C'est-à-dire qu'ils ont des patrimoines très importants, mais ils ont des revenus qui sont assez faibles au final, parce que tout est stocké dans les entreprises. Mmh Donc, mh. ça c'était assez intéressant de lire ça. Et c'est une vérité et en fait, ma femme a fait, avant parce qu'on fait tout ensemble, mais avant qu'on a fait notre école de commerce, elle a fait une, formation de directrice d'agence bancaire et donc elle était à Poitiers d'ailleurs. Elle était à la Société Générale de Poitiers OK. et c'est là où c'est intéressant parce que tu vois la typologie des gens et tu vois tous ces jeunes qui viennent avec des des montres à 500 balles ou à 1000 balles et qui ont rien sur leur compte en banque et à côté de ça, tu vois des gens qui sont, vraiment qui passent, pour personne et qui sont, multimillionnaires et j'invite à lire, je vous invite à lire, ce Millionnaire Next Door. Ouais, on le mettra dans les notes, de l'épisode comme à l'habitude. Il est complètement contre-intuitif, c'est-à-dire que la croyance qu'on a sur l'enrichissement est complètement fausse, en fait. Je veux dire, c'était rigolo là de voir avec la crise, tous les gens qui se baladent en Lamborghini sur les voitures et qui disaient: «Ah, vous allez voir, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise» et en fait, c'est eux qui ont été le plus fortement impactés parce que justement, ils étaient dans l'apparat et ils étaient pas dans l'actif, dans la détention d'un actif réel qui vaut toujours quelque chose et moi, tu vois, je suis dans le secteur du tourisme, les entreprises n'ont pas baissé de valeur parce qu'on a des actifs qui sont tellement puissants, qui sont, indéboulonnables. Parenthèse fermée. Alors après, tu me posais la 2e question, tu peux me redire? Voilà, comment valoriser et se dire: «Tiens, je me plante pas si je rachète cette boîte, déjà à l'entrée, je me plante pas». Parce que, j'imagine à l'image d'un achat immobilier, on fait la bonne affaire non pas à la sortie, bien sûr, mais on l'a construit la bonne affaire à l'entrée surtout. J'imagine Ouais. que c'est le même procédé. En fait, c'est très simple. Il y a 2 façons de voir. Les 2 façons sont bonnes, elles sont complémentaires. La première façon, c'est de se dire: «OK, je vais regarder les comptes et je vais voir en fonction des comptes si le prix qui m'est proposé, il est cohérent ou pas». En gros, j'amène ça à un expert comptable où je fais la lecture moi si je sais le faire. Et la deuxième façon de faire qui est beaucoup plus puissante, mais qui doit être corrélée quand même un petit peu à la première, mais c'est tout simplement de regarder l'entreprise et son fonctionnement. Est-ce qu'une entreprise qui fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui, si demain je peux lui opérer un pivot, rapide, facile et stratégique, est-ce que ça va pas décupler sa valeur? Tu vois? Je vais te donner un exemple. J'étais en Italie là, on a fait un micro tour du monde avec ma famille, l'année dernière, malgré le covid et on était, sur les bords du lac des lacs italiens. Je sais plus si c'était le lac de Côme, je crois que c'était quand même OK. et tu avais tous les restaurants, tu sais, ils étaient alignés les uns à côté des autres et puis, il y en a un, je sais pas ce qui leur est passé à travers la tête, hein, mais il y en a un, alors que tout le monde avait des ambiances un peu sympas, des contacts, il y en a un, il avait mis une sorte de techno, mais hyper désagréable, tu vois? Il y avait personne sur la terrasse. Et c'était n'importe quoi. Parce que c'était tenu par un mec qui était dans cette identité-là, mais c'était n'importe quoi par rapport d'un point de vue business, c'était complètement contre-intuitif. Et cette boîte-là, combien elle vaut au final? Elle vaut son emplacement, qui a une valeur énorme, mais concrètement, les comptes, ils valent rien, tu vois? Et Donc ouais. en fait, tu reprends cette boîte qui déconne et tu mets une bonne musique, tu mets des bons serveurs, tu mets une ambiance sympa, tu remets des petits palmiers, je sais pas, tu fais ton ambiance, cosy, cool. D'un seul coup, tu démultiplies le chiffre d'affaires par 4 par 5, c'est sûr, tu vois? Et c'est simple, c'est extrêmement simple et tout le monde peut le faire quasiment. Et là, tu vois? Donc en fait, ça va être ton œil. C'est-à-dire que il faut regarder un certain nombre de critères d'exploitation qui vont te permettre de te dire: «Bah, ouais, celle-là, elle a du potentiel». On va plus parler de potentiel d'ailleurs que de dévalorisation, même si on peut parler de dévalorisation en disant: «Celle-là, elle est vraiment sous-cotée, elle est vraiment pas chère», on va dire. Mais voilà, on va plutôt regarder le potentiel qu'elle a derrière. J'ai pour, dans l'idée, dans l'esprit, tu le disais, bon, la première façon, c'est d'analyser les comptes de l'entreprise, donc d'une entreprise, un peu comme, bah, les sociétés pour l'immobilier et cetera ou les loueurs, meublés non professionnels ou professionnels qui font leur bilan, comptable chaque année. Donc il y a, Mmh mh. la partie, le compte de résultat, donc le flux de trésorerie, les entrées et les sorties
au cours de l'année, donc de Mmh. l'exercice comptable. Et d'un autre côté, donc il y a le bilan, ce qu'on appelle le bilan, donc l'actif, le passif et donc la valorisation, donc le côté patrimonial. Et donc, pour valoriser une entreprise pour un rachat, moi, j'imaginais, donc il y a ce compte de résultats, donc avec les critères clés, le chiffre d'affaires, le bénéfice, on peut parler peut-être après des EBITDA, etc. Mmh. Mais à partir de là, dans un domaine particulier, ben là, c'est un domaine, je sais pas moi, d'une start-up dans la tech, c'est peut-être une valo à x20 par rapport aux bénéfices. Celui-là, c'est un autre secteur, c'est peut-être plus une valo souvent qui tourne à 10 fois le bénéfice, etc., etc. Je le vois, moi, simplement comme ça. Est-ce que c'est déjà une bonne approche, une bonne analyse, ou c'est une manière vraiment trop simpliste? Le juge de paix, c'est pour ça qu'ils veulent tous de l'apport, c'est, de te dire combien tu peux rembourser, combien la boîte elle peut rembourser au maximum avec toi en apport et puis en te payant un petit peu ou pas. Tu vois? Je regarde des hôtels là actuellement à reprendre sur la côte et je vais voir des intermédiaires pour et ils me disent: «Ah ben, il faut arriver avec un apport de la moitié». Ah OK. Mais et après il faudra pas se payer sur l'exploitation. Ah bon, OK, d'accord, faudra pas se payer. Et oui, oui, en fait, vous ferez une plus-value à la sortie, quoi. Et c'est un peu des raisonnements qui sont un peu, enfin, que je trouve, pas bons parce qu'au final tu fais quelque chose qui est pas intéressant. Donc effectivement, tu as toujours le juge de paix qui est le financement, d'accord? Qui va te dire: «Bah, voilà, tu amènes de l'apport et puis combien tu peux financer au max, combien l'activité elle peut dégager pour payer le prêt», d'accord? Et donc tu peux regarder comme ça. Donc en règle générale, c'est des fois 5 fois 7, tu vois? Et avec ce raisonnement-là, et c'est pour ça qu'il faut aller chercher de la croissance. Parce que quand tu vas chercher de la croissance, même si le mec il te dit: «Tiens ce discours-là», tu t'en fous un peu parce que comme tu fais x3 ou x4 sur la capacité de remboursement d'emprunt, même si, c'est pas grave, parce qu'en fait derrière tu fais x4, donc tu es quand même très, très à l'aise pour te payer et puis tu as valorisé ta boîte et cetera et cetera. OK, d'accord. Est-ce que tu as un exemple, donc comme je le disais, tu accompagnes, des personnes, au travers Oui. notamment, Iluti. Est-ce que tu as des exemples toi, soit personnels ou soit au travers de gens que tu as un petit peu chiffrés d'une reprise, récente, d'un business, assez classique, assez simple, heu, pas forcément, particulier parce que toi peut-être, tu es plus sur des biens d'exception, heu, Mmh. avec une authenticité, une particularité, une singularité. Mais, est-ce que tu as des exemples de business classiques, typiquement, je sais pas moi, restaurant, autre, de reprise ou de, je sais pas moi, une agence web, une Ouais. autre chose? Est-ce que tu as des exemples? Comment ça s'est passé? Quelle était la valorisation? Comment? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il en était, un petit peu, sur le processus en termes de rémunération et surtout à la sortie? Comme on voit que la valorisation, c'est quand même, l'actif très important. On a personne qui a fait de sortie aujourd'hui, au sein d'Illuti. Les profils que j'ai, que j'accompagne sont assez diverses parce que j'ai des gens qui sont encore en réflexion, mais qui ont souhaité prendre l'accompagnement quand même. J'ai des gens qui avaient déjà une boîte en vue et qui rentrent, et puis il y a des gens qui rentrent, sans avoir de boîte en vue et qui veulent juste, partir pour le coup de zéro, mais en faisant de la reprise d'entreprise. Hem il y a 2 grands domaines dans la reprise. Tu as la reprise dans les services et le tertiaire et tu as la reprise dans, l'industriel. Alors moi, l'industrie, j'accompagne personne, je pense. Peut-être une personne, mais bon, c'est pas mon domaine. Tu vois, naturellement, les gens sont pas viennent pas à moi parce que je pense qu'ils doivent sentir que c'est pas mon domaine, et je sais que mais par contre, les chiffres sont toujours plus importants. Dans les services, on est sur des chiffres moins importants, mais des rentabilités beaucoup plus importantes. Bon. Quand je dis service, c'est au sens très, très général, tu vois? Une construction de maison, ça rentre dedans. Bah, tiens, d'ailleurs, parlant de construction de maison, on a quelqu'un là qui a eu l'opportunité, donc avant qu'il rentre dans l'incubateur, il était sur un projet de reprise, d'accord? Mmh. Et je crois qu'il s'était mis d'accord avec le cédant, je sais plus, on va dire un chiffre X, d'accord? Et puis, il s'avère que l'opération ne se fait pas. Il rentre dans l'incubateur et au sein de l'incubateur, il a plusieurs opportunités qui se présentent à lui parce qu'il est très implanté dans le secteur dans lequel il est, parce qu'il connaît beaucoup de monde, parce qu'il fait ce qu'il faut faire, et naturellement viennent à lui des dossiers. Tu vois? C'est vraiment, Mmh. ça paraît facile en le voyant d'ailleurs, mais en fait, c'est simplement parce qu'il est vraiment aligné avec qui il est. Il a les dossiers qui viennent et puis ce dossier qui revient, et il revient sous un biais un peu différent parce que, il s'avère qu'il y a eu un événement,
dans le deal qui devait se faire et qui ne s'est pas fait. Et au final, le dossier va, alors je sais plus où il en est, mais ça devait aller même au tribunal, d'accord. Et Mmh. au tribunal, il y avait enfin, ou avant le tribunal, en tout cas, l'entreprise est à reprendre 4 fois moins cher que l'offre qu'il avait faite il y a quelque temps. Par contre, elle vaut toujours le prix. Simplement, c'est simplement un événement familial au sein du personnel du dirigeant qui dit ouais, j'en ai marre, j'arrête. Et il lâche le bébé au final pour pas grand chose. Et tu vois, d'un seul coup, il se retrouve avec une offre qui est extrêmement basse. Et en gros, c'est un truc où il finance en une année, c'est payé, quoi, tu vois. Et Et c'est un bien truc sûr. avec des salariés, des actifs, enfin, c'est de la construction. Donc, c'est très, ça a une valeur énorme. Et lui, derrière, sa stratégie, c'est soit de développer une stratégie de groupe, soit de nicher des produits. Enfin, voilà, après, il a une stratégie à lui qui fait que, déjà, initialement, il va faire croître l'entreprise. Et il s'en rend pas compte, mais il va être millionnaire, pardon, peut-être milliardaire, mais il va être millionnaire très très vite en fait, parce que ça va s'enchaîner en fait, très très facilement pour lui. Mais ça a nécessité. Je veux pas tirer la couverture à nous parce que c'est pas trop le cas, mais ça nécessite d'être très aligné avec qui on est. Et nous, enfin moi, ce que je fais là, la seule chose que je fais, pour le coup, c'est je le cadre, je l'aide sur le financier, je lui donne toute mon expertise et mon savoir autour de ça. Mais voilà, ça c'est un projet. Après, ce qui se passe, c'est que au début, les gens viennent avec l'idée de se dire: «Je vais reprendre une entreprise» et j'espère, et s'ils m'écoutent, il faut qu'ils aient compris ça, c'est qu'à la fin, ils vont comprendre qu'ils doivent chercher des opportunités qui leur correspondent et qui font qu'ils vont rentrer dans une niche, ils vont rentrer dans un secteur où c'est beaucoup plus intéressant que la personne lambda de faire telle et telle action. Une petite question, un peu plus, personnelle par rapport, moi en ce moment, si tu veux, il y a une opportunité, d'acquisition, dans l'immobilier Oui, d'un immeuble mixte avec, justement un local commercial, donc un restaurant. Ce d'accord. restaurant, actuellement OK. est vacant et il y a le restaurant qui est juste à côté, heu, qui souhaiterait, en faire l'acquisition, soit à Mmh. l'achat ou voire à la location. Oui. Heu, Est-ce qu'il serait judicieux de peut-être trouver un accord, pour s'associer avec eux? Heu, Qu'est-ce qui serait peut-être dans un cadre-là comme ça? Bon, sans donner, après on va pas prendre, 10 ans là-dessus, mais quelle serait ta vision là-dessus, sur cette exploitation? Ou est-ce qu'il serait intéressant de trouver, de créer un commerce en partant de zéro? Non, a priori pour toi, mais, qu'est-ce qu'on peut faire de cette opportunité-là? Alors, c'est sûr que tu vois que, bah, ce restaurant, il a une opportunité à côté de lui. Bon, toi, si c'est pour toi, tu investisseur, donc tu es éduqué, mais 80 des gens, c'est pas le cas. Donc, ils vont peut-être lui céder, ils vont pas lui céder à cher et cetera. Mais pour lui, je veux dire, même s'il l'achète même juste au prix du marché, la valeur commerciale, elle est monstrueuse derrière, tu vois? Donc, pour lui, c'est une vraie opportunité. Encore faut-il qu'il tourne bien et cetera, mais on va dire que ça c'était déjà validé, c'était un prérequis validé. Pour toi, de ton côté, tu as plusieurs, façons de voir. C'est soit tu le vois comme un investissement immobilier pur, auquel cas, tu fais un droit au bail et puis une location de commerce, classique. Soit tu le vois comme un investissement qui pourrait être un investissement entrepreneurial, auquel cas tu as plusieurs solutions. C'est faire de la prise de participation. Par exemple, au lieu de mettre un droit au bail, bah, tu dis: «Bah, voilà, je prends 20. Encore faut-il de ton côté, peut-être apporter quelque chose, tu vois, une valeur, pas que juste le droit au bail, mais ça peut être peut-être quelque chose d'autre. Parce qu'un droit au bail, tu vois, je sais pas, 40 000 euros, il peut peut-être en valoir, à la vente du fonds de commerce, ça peut peut-être en valoir 300, tu vois. Mmh Donc, mh. tu fais quand même un multiple intéressant, même si tu faisais un fois 3, tu vois, tu fais absolument rien au final. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc ce serait une prise de participation. Alors, tu as balayé un petit peu, le fait de lancer le business de zéro, mais pour moi, ça reste un actif entrepreneurial, un fonds de commerce. Donc tu peux lancer une activité de type, wok ou, tu sais, les activités un peu les trucs un peu tendance là, Mmh mh. la restauration un peu tendance. Donc ça, c'est quelque chose aussi que tu peux lancer et toi, du coup, tu te retrouves avec cette activité et tu rentres dans le cadre d'un immobilier qui est immobilier entrepreneurial, donc qui bénéficie de la loi Dutreil, qui sort de l'IFI et cetera.
Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être fait. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de possibilités. Moi, pour rien te cacher, on achète un local, là, commercial avec ma sœur, et je prends, moi, j'achète l'immobilier et je prends aussi une participation dans l'exploitation parce que je vais l'aider aussi dans son développement, tu vois? Bien sûr, bien Mais, sûr. tu vois, je bénéficie des 2 côtés, en fait. Oui, c'est voilà, Donc donc ça peut être intéressant de mixer un petit peu le meilleur de tous ces mondes et de oui, proposer en plus du droit au bail, par exemple, une aide sur le développement digital et cetera pour, voilà, ça peut être un levier de négo pour de la prise de participation, ouais, voilà. c'est ça. Un e-commerce ou quelque chose, voilà, ça peut être un truc, Au préalable avec, voilà le fait, bon, bah, déjà que ça matche avec, les propriétaires, de voir que les comptes, ça tourne et cetera et voilà. Mmh. toujours, une relation humaine. OK, super intéressant. Comment on finance, on tu l'as évoqué tout à l'heure, succinctement, comment tu finances une reprise d'entreprise? Un commerce, X, qui vaut 100 000 €, l'accord a été trouvé, j'en sais rien, c'est une opportunité, quelque chose qui peut être valorisé facilement fois 2 fois 3 avec Mmh. un petit peu de boulot, mais pas de temps. Est-ce qu'on voit on se tourne vers la région pour avoir, des aides, l'État, la BPI? Le crédit, comment ça se passe? Les banques traditionnelles? Est-ce qu'on peut faire un petit peu de financement participatif? Comment ça se déroule d'une façon générale? Il y a pas de règles ou alors il y a quand même des standards? Il y a des aides, il y en a plein, et il y en aura toujours. Je disais encore tout à l'heure, il y en a il y en a plein et puis ça va la garantie je pense que la garantie va de plus en plus être, accordée par des institutions de type BPI quand même parce que ça va vraiment être la clé de la sortie de crise. D'ailleurs aujourd'hui, tu vois bien que le PGE, c'est complètement garanti par l'État, enfin il y a des garanties, il y en a, mais la première question qu'il faut se poser, c'est: «Mon projet, si j'ai besoin d'investissement, il faut que je séduise l'investisseur». Alors ça peut paraître un peu, «Attends, je fais de la reprise, j'ai pas envie en plus de séduire des investisseurs, je fais pas de la levée de fonds et cetera», mais il faut qu'un projet, dans tous les cas, il repose sur 2 pieds. Le premier pied, c'est le cerveau gauche. Le cerveau gauche, ça va être le cerveau des chiffres. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui soit rentable économiquement. C'est-à-dire que le prévisionnel dégage de l'argent. Et le cerveau droit, c'est le deuxième pied, donc on danse sur 2 pieds, c'est celui de la créativité. C'est effectivement ce projet, il est extrêmement faisable techniquement. Je crée un wok, OK, mais si je suis au fin fond du Cantal et il y a que 10 habitants dans le village, ça ne marche pas. Même si sur les chiffres, ça pourrait marcher, dans les faits, ça marche pas, d'accord? Et très souvent, ça il y a que un des 2 pieds qui danse et on fait pas danser les 2 pieds. Et donc du coup, on n'obtient pas de financement. Mais tu es bien d'accord que moi ou toi, demain, tu dis: «Écoutez, j'ai un projet» et tu montes, par exemple. Tu dis à ta communauté: «Ben voilà, j'ai ce local-là, je vais faire telle activité, regardez la zone de chalandise, c'est adapté, et cetera». Donc tu montres le projet et tu démontres qu'il est possible de faire un fois 3. Tu auras toujours quelqu'un pour te financer. Et oui. Même moi, je pourrais te financer si tu me le démontres. Enfin, n'importe qui peut te financer, tu vois? C'est vraiment, donc le financement, parce que l'argent est partout. L'argent est très, très présent. Il y a plus de 200 milliards en plus qui ont été placés sur le livret A par les Français parce qu'ils ne savaient pas de quoi faire de l'argent qui tombait. Mais il y a beaucoup d'argent. Les banques ont énormément de liquidités. J'étais encore avec ma banquière, elle me dit: «On n'a aucune frilosité à financer des dossiers», à partir du moment où ils tiennent la route, évidemment. Il n'y a aucune frilosité à financer des dossiers, donc il n'y a pas de problème d'argent. Il y a un problème de faire matcher les projets avec les gens qui ont de l'argent, en vrai. Mais il y a pas de problème de financement. Le financement, à partir du moment où tu as quelque chose de rentable, on n'a pas de difficulté. Voilà, donc le financement, ça peut être du financement bancaire, ça peut être du financement d'amis, ça peut être du financement d'investisseurs, ça peut être du financement en crowdfunding, ça peut être du financement par des fonds d'investissement, ça peut être du financement par des family office, ça peut être du financement, enfin j'en oublie plein, mais tu vois, il y a plein de façons de financer en tout cas. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, les crédits vendeurs et cetera, Voilà, c'est ça que j'ai oublié, c'est tous les montages haut de bilan, mmh qui te mh. permettent aussi de te dire: «Bah tiens, je suis intéressé à reprendre ta boîte, je te donne 50 maintenant et puis je te donnerai 50 sur 4 ans, quoi». Et ça peut faire ton apport. Quand tu vas voir ta banque, tu dis: «Bah, j'ai déjà un 50 d'apport».
Tes objectifs de reprise d'entreprise, toi, tu parlais tout à l'heure d'un x2. J'ai envie de te poser la question, x2 minimum, hein. Après, j'imagine que, comme on dit: «Sky is the limit», hein. Si on peut faire un x10, on va pas s'en priver. Dès lors, encore une fois, qu'on fait les choses bien, qu'on apporte de la valeur, qu'on le fait avec du sens. La reprise d'entreprise, ça permet encore une fois d'investir dans l'économie réelle, donc c'est encore un des pans qui est vraiment très, très intéressant. D'ailleurs, on en reparlera peut-être, en off, mais est-ce que tu as déjà investi sur Poitiers, du coup, au travers, les études de ta compagne quand elle était passée ou? Non, non, pas sur Poitiers, on était juste là pour nos études. OK. Et du coup, quand tu parles de faire un x2 minimum, moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as un objectif de durée également? Parce que, par exemple, pour faire le parallèle avec, disons, l'immobilier, mais ça peut être la bourse ou n'importe quoi, un investissement X qui a un rendement de 10 par exemple, en net, hein, ou en brut, Ouais, peu importe, mais disons en net, de 10, on va doubler le capital tous les 8 ans. ouais. Donc in fine, on aura fait en quelque sorte un x2 tous les 8 ans et donc dans le cadre d'un investissement immobilier, là je parle, même sans plus-value. Alors attends, tu vas me dire redis-moi ça. Parce que je Je te redis ça. Un investissement, quelconque, donc ouais, mais typiquement un investissement locatif, heu, j'investis tout, ça me coûte, allez 100 000 €, allez et charge tout déduit, ça me rapporte 1 000 € par mois. OK, donc tu fais un 10. On un 12 là, mais bon, on est sur 10 mois, allez, ça fait un 900, ouais, quelque chose qui Ouais, fait un 10 à la fin de l'année. on va dire 10. Ouais. 10 à la fin de l'année, 10 sans réinvestir, sans même réinvestir les Ouais, ouais, bien fruits sûr. des intérêts en plat, on double le capital tous les 8 ans. Oui, puisque tu vas faire, tu vas faire, 1000 sur 10 000, tu vas faire, par exemple, 1 000 € par an. Donc au bout de 8 ans, tu auras fait 8 000 €. Voilà. Tu es d'accord? 100 000 €, ça me rapporte 10 000 €, 10 Ouais. Mmh. 10 000 €. Au bout de Au bout de 8 ans, tu auras fait fois 2. 80 000. 80 000, ouais, donc pas le x2 au bout de 10 ans. Mais bon, bref, voilà. La logique, elle est là et ça doit être x2 si on, au bout de 8 ans, si on réinvestit les intérêts. C'est plus ça. Mmh. Si on réinvestit ses intérêts en plus, on augmente, on va plus vite et donc au bout de 8 ans, on fait le x2. Ouais, ça Euh, doit même être un peu plus rapide, mais oui, oui. hors plus-value. Hors plus-value, oui. Et hors dépréciation aussi, parce que à l'inverse, ça va dans un sens, mais ça peut aller dans l'autre. Ça peut Euh, aller dans l'autre, ouais. du coup, quand tu parles de la reprise d'entreprise, que l'objectif est de faire un x2, x3, x4 au niveau de la valo, Mmh. rapidement. Quelle est ta deadline, si la personne, allez, est là que vraiment pour le business, même s'il veut faire les choses bien et cetera, mais il a pas envie de conserver très longtemps parce que X raisons, hein, il a d'autres projets, il veut donner à ses enfants, il veut financer ses études, il veut faire autre chose, peu importe. Heu, c'est quoi toi tes critères, tes objectifs et qu'est-ce que tu vises, là-dedans? Le x2, il est en combien de temps, par exemple? En 3 ans. Le ce qui simplement, ce qu'il faut juste rappeler. C'est pas pour mettre en concurrence, hein, ma question elle est pas pour dire ça c'est mieux que ça c'est mieux que ça, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. On peut parler de la liquidité, on peut parler de la disponibilité, on peut parler de la fiscalité. Il y a énormément d'autres choses, hein. Il faut bien sûr comparer ce qui est comparable, C'est vrai. mais c'est vraiment pour imaginer. On pourrait mettre en concurrence parce que, tu sais, on parle beaucoup de la crypto où tu fais du x10, d'accord? Pour 1 € investi, tu peux faire, allez, tu peux faire beaucoup plus, je sais, mais tu as pas l'effet de levier. Alors, tu peux faire du levier, d'accord? Mais bon, Et non, c'est dans un cadre qui est quand même très c'est à compliqué, très, très, hein, très donc déconseillé, d'une façon générale, dans un voilà, premier voilà, temps, voilà. mais ouais, ouais. Tu pas l'effet de Et levier bancaire comme on peut l'avoir à l'immobilier. Ça, c'est un des vecteurs, un des facteurs. et dans la reprise d'entreprise aussi. Bah oui. Donc en fait, il faut calculer un truc qui est un truc d'initié, mais que j'invite à tout investisseur qui se dit, investisseur, professionnel, à calculer ce qu'on appelle le TRI, le taux de rendement interne. Et quand tu fais le calcul du taux de rendement interne, tu c'est là où tu comprends vraiment, tout. Bon, 1 € investi dans une reprise, d'accord? Quand tu mets un petit peu d'apport et cetera. J'ai fait le calcul, si, ça intéresse les gens, c'est dans une de mes newsletters, donc de toute façon, on va donner, tout à la fin, je donnerai des éléments, mais, inscrivez-vous à ma à la conférence et puis derrière, il y a les emails et vous verrez, à un moment, je calcule ça et pour 1 € investi, tu en as 16 derrière. Voilà, quand tu fais une reprise avec un petit peu d'apport.
J'invite également toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir ça. J'ai vu cette petite, démonstration imagée. C'est bien pour ça que je te pose la question pour aller chercher, que ça soit vraiment bien clair pour tout le monde. Yes, parce que tu peux pas avoir de rentabilité plus forte que la reprise d'entreprise. En fait, quand tu réfléchis, quand tu l'as conduit comme on l'a conduit. Même la crypto, même tout ça, tu peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible de dépasser. De toute façon, je veux dire, euh, il faut juste regarder le Forbes encore une fois et ça démontre ça. Parce que les leviers de croissance sont tellement puissants et que tu peux reprendre des entreprises avec des montages que tu n'as même pas dans l'immobilier, parce que tu vas faire des montages en haut de bilan, tu vas en termes de puissance, il y a pas pour moi, il y a pas au-dessus, hein. Mais c'est difficile à percevoir parce que c'est pas à la mode, tu vois? Donc c'est pas quelque chose mais ça viendra, ça viendra. Je pense que enfin, c'est déjà venu un petit peu, mais ça viendra encore plus dans le système infoprenarial, des gens qui vont faire des formations autour de ça et tout ça. Ça va être popularisé, mais je préfère qu'on le popularise nous, parce que moi je le fais depuis longtemps. Encore une fois, en tout cas, la mission de la bonne fortune, c'est de d'accompagner, Oui, merci les pour ça. auditeurs, les personnes, pour justement découvrir, multiples types d'investissements et ici on prône, la diversification également. On peut être focus, on peut avoir des appétences particulières et être focus et mettre 80 dans la reprise d'entreprise et cetera. Mais je trouve que la diversification d'une façon générale, c'est pas incompatible de faire la reprise d'entreprise et de le mêler avec de l'immobilier. On peut avoir des effets de levier. Là, j'ai expliqué sur le projet avec le restaurant, sur l'immeuble mix, ça peut être ça, et de prendre un petit peu le meilleur des deux mondes. S'il y a un petit peu de trésorerie, parce qu'on sait que dans toute boîte, dans toute entreprise, dans toute société même d'investissement immobilier, etc., la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Il faut toujours avoir ce petit matelas de sécurité pour faire face aux imprévus, etc. Et ce matelas de sécurité, que de le laisser dormir sur un compte courant ou un livret A ou ce qu'on veut, autant bénéficier justement de participer encore une fois à l'investissement dans l'économie réelle avec du sens, de faire son petit colibri et pourquoi pas le placer un petit peu au travers les plateformes de crowdfunding, énergie verte, de le faire à la bourse si on a envie, de faire un peu de private equity, etc., etc., pour justement participer au meilleur de tous ces mondes. Et en plus, on est diversifié si demain il y a un changement fiscal brutal, sur une niche dans l'immobilier, sur l'investissement dans les startups, sur les montages holding, etc., ben, au moins on n'est pas focus, on n'a pas toutes ces activités, toutes ces sources de revenus soumis à une seule source d'investissement, entre guillemets. Et donc en ce sens, la mission de la bonne fortune, c'est vraiment ça, c'est d'étaler tout le champ des possibles, Mmh. et il y a encore beaucoup de choses à voir. Et la reprise d'entreprise, comme tu le fais, comme tu accompagnes les gens, en fait pleinement partie. Et comme tu le dis, ça va être démocratisé de plus en plus, ne Oui. serait-ce au travers les profils en France des personnes qui s'intéressent de plus en plus aux sujets comme bah, l'investissement, l'épargne, les budgets, l'argent d'une façon générale, et le profil des personnes qui on diminue un petit peu, on tend un peu moins sur le salariat et un peu plus sur, tu parlais tout à l'heure des auto-entrepreneurs, enfin des micro-entreprises, etc., où dans les prochaines années, on va être obligés tous d'avoir quand même ce mindset, cet état d'esprit un petit peu d'entrepreneur, investisseur, et voilà. Ouais et il y a un be il va y avoir un besoin sociétal de toute façon, il y a une corde qui se tend et il faudra bien, en fait, de toute façon, ça va se faire et ce qui va se faire, c'est que de toute façon, il y aura pas assez de repreneurs et donc on le voit déjà, ça va être de plus en plus des groupes qui vont reprendre. C'est-à-dire que les riches vont devenir beaucoup, beaucoup plus riches si on doit parler de richesse, ou les entrepreneurs vont croître de plus en plus. Et c'est ça qui va se passer parce que et de toute façon, on le voit, on voit bien. Moi, je veux dire le secteur qu'on évoquait tout à l'heure là, des villages vacances et des centres de vacances. Bon, en France, il y a 100 villages vacances, un truc comme ça. Il y en a moitié il y en a un quart qui doit fermer parce que parce que trop vétustes, parce que, plus la dynamique de marché et cetera et cetera. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont les opérateurs les plus gros qui rachètent les plus petits, d'accord? Et ce sera et on va finir comme ça. Et la restauration va peut-être être un petit peu épargnée, mais ça sera un peu ça aussi. Il y a beaucoup de secteurs où en fait, tu sais, dans le capital, dans la private equity, tu as le capital développement, d'accord? Après, non, tu as le capital croissance, pardon, qui est vraiment, l'émergence en startup. Après, tu as le capital développement qui est quand l'activité, elle a déjà été éprouvée et puis qu'elle doit agrandir. Et après, tu as le capital transmission et tu as le capital retournement. Et c'est de plus en plus, c'est capital transmission, c'est quand on est mature, et capital retournement, c'est quand on redescend et que l'activité commence à péricliter et on vient retourner l'activité au tribunal ou un peu avant.
et on va arriver de plus en plus là-dedans. On va arriver dans du capital retournement et c'est là où les plus belles opérations sont à faire. Oui, on peut le mettre en parallèle avec les cycles, macro et microéconomiques. On voit ces courbes comme ça un petit Voilà. peu et Et aujourd'hui, les marchés sont matures, donc Facebook est sur un marché mature, elle est obligée de faire de l'acquisition, pour, continuer à grandir et voilà et on va arriver là-dedans et ouais, aujourd'hui, ouais. et il y aura quelques particuliers comme nous qui vont se positionner puis qui vont devenir des groupes, et puis c'est tout, mais on va arriver là-dessus de toute façon. C'est il y a pas de tu parleras avec François, mais je pense qu'il a la même vision que moi là-dessus, même si lui, il a encore une vision encore plus, sur, l'inflation et cetera et cetera. Ouais, exactement, c'est ce qu'on a évoqué sur le dernier épisode avec François, un petit peu, tout ça et donc, Mmh. justement, comment se protéger de l'inflation, comment, protéger son épargne et comment participer, encore une fois, à l'économie réelle pour, bah, se protéger d'une soi-même, développer son Mmh. patrimoine, créer des sources de revenus et on aborde aussi tous ces sujets, Mais il faut dans être, l'épisode. lucide sur la période qui arrive devant nous. Enfin, je veux dire, i le monde d'avant ne reviendra pas et le monde d'avant, c'était, la classe, moyenne, le petit entre tout ça, le petit entrepreneur, tout ça, ça va exploser. On va arriver dans un système où on va avoir de plus en plus de gens qui vont être auto-entrepreneurs, micro-entreprise et de l'autre côté, on va voir et ça a déjà commencé, on va avoir des groupes qui vont devenir de plus en plus gros. Mais je veux dire, le côté intermédiaire va pas trop, La classe moyenne se fait un peu, elle se fait un peu exploser et donc soit part, sur des sommets un peu plus hauts ou soit redescend un petit peu plus bas en pour imager ouais, voilà, en je veux dire quand aujourd'hui, personne comprend encore pourquoi on nous vend, absolument tu sais, le revenu, minimum là, comment ça s'appelle? le Le SMIC. Mmh mh. non, non, c'est pas le SMIC, tu sais, c'est le fait de toucher de l'argent, que n'importe qui touche le Le revenu universel. le Mmh. le re revenu universel. Bon, Oui, oui, tout à fait. quand tu Mmh. comprends pourquoi en vrai et même la droite pousse ça. Moi, je suis à Nice, la femme d'Estrosi, elle était encore, en train d'argumenter pour. C'est bien qu'il va y avoir quoi? Il va y avoir une force qui était avant la force de soldats, qui va être une force de soldats, mais de soldats de la consommation, tu vois? Qui est là pour donner pas sa vie, mais qui va donner sa fortune et que ça va remonter comme ça. Enfin, je veux dire, il faut être, faut être clair là-dessus. Il va pas y avoir de la tranche au milieu, elle va diminuer. Du coup, pour conclure, on va pouvoir prendre quelques minutes. Ça fait, une bonne heure qu'on est ensemble et c'est super passionnant. Ah yes, déjà? Cool, c'est sur la bonne fortune, on est à la cool. Si on faut faire une émission de 2 heures, on fera une émission de 2 heures, c'est très, très bien. On passe du bon temps. En tout cas, merci pour toutes, tes explications. J'en apprends également énormément, avec les auditeurs, les auditrices qui sont là, encore aujourd'hui. J'espère que vous appréciez, ce contenu riche, d'enseignements que nous propose, notamment Aurélien aujourd'hui. Hem, est-ce que tu quelques petites questions pour finir. Est-ce que toi, tu es un adepte du private equity dans le sens la prise de participation simple dans des levées de fonds pour des startups, par exemple, et cetera? J'ai eu, comme je le disais encore une fois avec, François, l'opportunité de me lancer dans ce pan-là et j'ai participé à 2 belles rentrées. On verra pour la sortie, mais en tout cas, c'était une expérience vraiment formidable et j'ai, une appétence, personnelle pour ce type d'investissement également. D'ailleurs, on verra si, ton groupe, ouvre ses portes un jour ou l'autre, faudra qu'on en discute, ça Ah, de pourrait, l'investissement? Ouais. ouais, ça pourrait, intéressant. Et est-ce que tu pratiques toi le private equity? Quelle est ta vision un petit peu là-dessus? Quelle est ton idée? Non, j'investis pas dans les startups, que ce soit, aux États-Unis ou en France. Je suis plutôt un je me diversifie peu, en fait, parce que j'investis que dans des choses auxquelles que je maîtrise très bien, que je connais très bien et donc je suis pas un investisseur, particulier dans la levée de fonds de start-up. Je suis plutôt un investisseur dans des projets que je sais qui ont validé le concept et qui vont croître, tu vois? Donc ça m'intéresse, même s'il y a quelques projets en tout cas, j'investis dans des trucs qui me plaisent, tu vois?
Ouais, bien sûr et ma question sous-jacente, c'est de dire, par exemple, je sais pas si là tu investis, j'ai une bêtise, hein, et peu importe, c'est pas le débat. Si tu es dans 10, 50, 100 entreprises investies, tu peux pas être opérationnel dans toutes ces entreprises. Donc, d'un Non, moment donné, tu peux juste, donner, ton cash, pour, aider au fonctionnement tu parlais du développement, capital, développement, capital croissance. Tu peux mmh, donner, ce cash au travers de cette levée de fonds pour participer de façon indirecte, au développement de cette entreprise et faire confiance à 100 à l'équipe en place, parce oui. que par la force des choses, on peut pas être, même si on a envie, qu'on est passionné, d'un moment donné, le temps, notre ami le temps nous rattrape 24 heures dans une journée, on peut pas être impliqué opérationnellement dans 10, 15, 20, 30 boîtes d'un coup. Où faut déléguer quoi. Derrière, il faut construire des équipes et mettre en place. Mais Non, c'est vrai, mais après, c'est des questions qui sont très, compliquées, hein. C'est vraiment des sujets qui sont compliqués. Là, c'est l'allocation, en fait. C'est comment tu alloues ton argent. Je vais te le dire en toute transparence, nous, on est à 35 en cash aujourd'hui, tu vois? mmh Sur tout notre patrimoine avec ma femme. Quand Aurélien nous dit en cash, je me permets de dire, quand Aurélien nous dit en cash, c'est pas une valise sous l'oreiller ou, tout sur un compte Non, ça sert à courant, rien de venir non, chez moi. non. C'est, Bah, c'est en liquidité quand même, hein. mais C'est c'est quand en même en liquidité, on appuie sur le bouton, on l'a, c'est rapide, c'est facile, mais c'est pas forcément voilà une voilà, je voulais l'idée juste c'est faire le de alors pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas les opportunités d'investissement, pour les pour répondre, voilà. En partie aussi, c'est que ça fa je peut-être que c'est une croyance, mais je pense que ça facilite la levée de fonds. C'est aussi, mais c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, bah, on est en cash et qu'on est aussi attentif et on peut répondre à des opportunités plus importantes et c'est vrai que le fait d'immobiliser, de l'argent dans des projets, comme ceci ne va peut-être pas répondre aux besoins premiers et moi, mon besoin premier, notre besoin premier de la vision du groupe, c'est, de développer, de se dé tu vois, de grandir et de croître et je préfère rester en cash, même si on a un peu d'inflation et de pouvoir rentrer facilement dans un deal et d'aller vite, tu vois? Plutôt que me dire: «Attends, putain, j'ai 50 en crypto et ça a baissé de 25. J'ai immobilisé pendant 5 ans parce que j'ai bénéficié d'un PEA ou de je sais pas quoi, dans une levée de fonds» et d'être bloqué, tu vois? Parce qu'en plus, ça, cet argent-là, bon, il est bloqué, tu vois? Il est pas eh mais il tes il faut 70 autres du coup, tes 65 autres pour le coup, ils sont exclusivement dans des reprises d'entreprise en opérationnel? ah bah, après, c'est le reste du patrimoine, donc c'est le patrimoine entrepreneurial Ah derrière. d'accord, ouais. C'est Mmh. et immobilier, si tu veux. Ouais, bien sûr, Donc si OK. tu répartis, tu vois? C'est alloué comme ça, mais j'ai refait un tableau, mais au final, je me suis dit: «Non, non, tu vas investir que dans des projets dans lesquels tu as envie d'être dedans et investi». Est-ce qu'il y a des classes d'actifs dans lequel tu ne souhaites absolument jamais y aller ou en tout cas à l'heure d'aujourd'hui quoi, même si on peut toujours changer La d'avis, mais bourse, ouais, j'ai pas de bourse, mais je OK. rentrerai si au prochain crack, ça c'est sûr, mais pas avant. La crypto, je regarde, c'est quelque chose que je vais, je me fais accompagner d'ailleurs autour de ça. C'est quelque chose que je vais de plus en plus, regarder et l'idée, c'est de prendre 10 de ton patrimoine et d'en refaire 50 avec, par justement des jeux comme ça de bon mais bon, c'est un peu des problèmes de «riches» entre guillemets. Après des classes d'actifs dans lesquelles j'investirai jamais, bah, il y en a plein, mais je les ai pas en tête parce que du coup je les Je sais pas, ça peut être dans de l'or, dans, de l'immobilier, résidentiel de ou alors à l'or un l'inverse petit peu commercial. en DCA, un petit Ça peu, tu vois? mmh mh. En achetant un petit peu tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose que je fais avec OK, une cool. plateforme qui est géniale qui s'appelle, Au Coffre. Donc j'ai Ouais. pas d'or chez moi non plus, donc ça sert à rien de venir chez moi parce qu'il y a pas d'or chez moi. En tout cas, je n'investis pas dans des projets parce que paradoxalement, on me propose des projets tous les jours, pour investir et je n'investis pas dans des trucs que je ne comprends pas, qui ne me plaisent pas, Les opportunités forcément dès lors qu'on commence à avoir de la visibilité un peu donc comme toi au travers ton groupe, ta chaîne et cetera. Encore une fois, on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. On peut me solliciter, cependant, on peut pas aller partout et il faut faire ce qu'on a envie encore une fois. Hem, Est-ce que tu as des ressources, à conseiller? Peut-être je pense à la lecture, de la ressource accessible, facile et sur tout ce domaine du rachat d'entreprise, de la reprise d'entreprise donc oh, sur forcément le il y a rachat d'entreprise, il y a pas grand-chose. Franchement, mmh il y a énormément de choses, mais c'est des visions qui sont archaïques, qui sont,
biaisés, de gens qui vont travailler, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais des gens qui vont travailler, 10 heures par jour dans leur boîte et cetera, ou des approches qui sont trop, il y a paradoxalement, il y a pas grand-chose. Je te dirais ma chaîne YouTube, mais c'est pas pour, en faire la pub, mais vraiment il y a et même ma chaîne YouTube, faudrait plus que je la documente encore plus parce qu'il il y aurait encore beaucoup à dire. Mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup il y a peu de ressources parce que, encore une fois, c'est une vision, old school, tu vois? Il faut te dire que la moyenne d'âge des repreneurs d'entreprise, c'est 48 ans ou 46 ans et que c'est des gens qui sortent du salariat pour aller dans la reprise parce qu'ils sont sur un plafond de verre professionnel, d'accord? Mmh. Et ils voient ça comme, acheter un job, comme je te le disais. Et il y a très peu de gens qui le voient comme un investissement un peu disruptif et dynamique comme on le voit là. Par contre, autour des lectures, je pense qu'il est important de lire des livres comme on les a évoqués, qui, évoquent la méthode. Oui, tu citais tout à l'heure, The Millionaire Next Door. Ouais, qui au final t'apporte rien, mais qui te fait comprendre un contexte, d'accord? Mais qui est très important parce que c'est de la compréhension qui permet de placer des bonnes actions. Après évidemment Napoléon Hill et cetera, mais ces livres-là, ils ont il leur manque quelque chose qui est très, 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 très important, c'est les leviers de l'identité et les leviers des émotions. Et il y a un bouquin qui s'appelle Will is the Break, OK? Et qui OK. explique ça assez bien. Et qui est d'ailleurs, conseillé par, Dan Peña, quelqu'un OK, que je Dan ne Peña, conseille pas ouais. forcément à suivre aux États-Unis parce que c'est une approche, très, brutale et puis très anglo-saxonne. Mais, ouais, Where is your breaks? Mais je pense qu'il a été remis un peu au goût, Oui, réédité. Mmh. ouais. En fait, ça explique l'importance de l'identité et moi je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au fait qu'on est, on a les résultats qu'on obtient sont le reflet de qui on est. Voilà. Je veux dire, comment il s'appelle? Donald Trump, ruiné 3 fois, redevenu milliardaire 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il a l'identité. Demain, je t'enlève tout ce que tu as, d'accord? Tu vas revenir au même je te mets dans une autre ville française, tu vas revenir au même cercle social, tu vas revenir au même salaire, tu vas revenir exactement à qui tu es et c'est quand même le critère le plus important, c'est son identité et comment faire évoluer son identité pour l'amener vers les objectifs qu'on a. Parce que si tu fais pas évoluer ton identité en même temps que tes résultats, bah, tu vas perdre ce que tu as gagné, en fait, parce que tu n'as pas, c'est un petit peu comme le le millionnaire du loto qui perd tout et qui en 2 ans se retrouve ruiné parce qu'il a il son Il avait identité pas d'identité, bien sûr, ouais, c'est eh ouais, il super avait pas les intéressant ce que tu dis, encore une ouais. fois et si tu m'enlèves tout, je reprendrai mon micro dès demain pour, co faire, continuer à vivre, en tout cas ce podcast, de la bonne fortune. Mais oui, oui, en effet, c'est très intéressant ce que tu dis, l'identité et voilà, d'ancrer qui on est, ça n'empêche pas d'évoluer, bien sûr, ça n'empêche pas de faire grandir sa réflexion, de l'améliorer, de devenir meilleur chaque jour. Mais voilà, c'est très, très important, d'assumer qui on est et voilà donc encore une fois, ce podcast a pour ambition d'assumer justement, d'évoquer tous ces sujets qui sont des fois tabous, l'investissement, l'argent, la richesse financière, mais la richesse même individuelle, l'épanouissement. Et c'est pas forcément toujours facile de l'exprimer dans les familles ou avec les cercles d'amis, etc. Et j'ai beaucoup de témoignages en ce sens où ah, merci Ismaël parce que c'est vrai qu'autour de moi on me prend pour des fous ou c'est pas facile, etc., etc. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Non, c'est difficile, c'est C'est pas intéressant. c'est vrai qu'on a socialement, sociétalement, on a vraiment une, va vraiment falloir un jour qu'on prenne le truc et puis qu'on lève ça parce que ça bloque tout. Enfin, je veux dire, c'est cette attitude-là qui fait qu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, quoi, tu vois? Économiquement. C'est parce que justement on veut pas parler de sujet. Est-ce que pour conclure, cette émission, donc tu nous as donné là donc les ressources, je mettrai encore une fois les liens dans les notes de l'épisode. Il y a bien sûr ton accompagnement et cetera. Je Oui, voulais aborder, mais on va pas le faire là au vu du timing, aborder ta reprise d'entreprise avec ta champignonnière, ouais. champignonnière pardon, que tu as. Est-ce que tu peux juste dire un petit mot et si ça te va, on mettra dans les notes de l'épisode ta vidéo que tu as fait, dessus, qui est vraiment, vraiment très, très sympa. Mais, est-ce que tu peux en parler en 2 mots et à la fin, j'aurai une dernière question après, juste après pour conclure tout ça? Écoute,
Ce site, c'est un site extraordinaire. C'est un site, troglodytique en Saumurois qui est un site touristique qui reproduit la production de la culture de champignons, notamment les champignons de Paris, les shiitakes, les pleurotes. Et c'était un lieu qui était un petit peu, j'ai beaucoup d'affection pour l'ancien propriétaire, mais il avait besoin d'une nouvelle dynamique. Et je pense d'ailleurs, peut-être aussi, c'est pour ça qu'il l'a vendu à l'époque. Et c'était un lieu extraordinaire et ça l'est toujours, où il y a 3 kilomètres de galeries en bord de Loire, vraiment Et c'est ouais, ouais, magnifique ouais, et donc c'est vraiment on fait 50 000 visiteurs par an et on a réhabilité le site, on a amélioré le parcours de visite, on a fait beaucoup, beaucoup de travaux autour de ça justement pour embellir le lieu et en faire un lieu vraiment, magique et ouais, ouais, j'ai vu et ton petit reportage là-dessus. Encore une fois, je le mettrai, disponible dans les notes de l'épisode et je serai peut-être le 51, 50 millième et une, visiteur, je sais pas comment le dire, j'en perds mes mots parce que c'est vrai que, bon, c'est à côté de Poitiers, là, on doit être à moins de 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures ouais, ouais, c'est ça. et c'est vraiment un site magnifique et je prendrai vraiment grand plaisir à aller, là-bas. En plus, il me semble que vous avez un petit restaurant? Ouais, ça fait restaurant dans lequel on cultive dans lequel on cuisine, pardon, les champignons de Paris, farcis qu'on appelle des galipettes et donc voilà, il y a toute une, thématisation autour de ça. C'est vraiment le reflet de ce que j'adore faire au plus profond de moi, quoi. C'est vraiment un lieu, et après, on a beaucoup parlé d'argent et tout, mais un lieu comme ça, c'est vraiment un lieu de cœur, tu vois? C'est vraiment un coup de cœur et c'est ça que j'adore et c'est pour ça aussi que j'ai un peu du mal à réinvestir de l'argent ailleurs que dans des projets comme ça, parce que des projets comme ça sont tellement kiffants. Mais j'en ai eu d'autres comme ça, mais c'est vraiment celui-là, il est vraiment enfin, j'aime beaucoup, quoi. Ouais, bien sûr, et c'est bien pour ça que j'ai souhaité vraiment, et je suis vraiment très très content que tu sois disponible aujourd'hui sur cette émission de la bonne fortune, parce Merci, que merci, merci beaucoup. l'argent c'est une chose, mais donner du sens encore une fois et faire les choses avec passion, avec goût et avec une histoire derrière, c'est également important. Je pense qu'on peut avoir dans tout ce qu'on fait le meilleur de tous les mondes et Mmh, c'est la sûr. richesse peut rimer avec éthique, avec solidarité, euh, avec économie réelle, etc. Et vraiment avec plaisir. Et en ce sens, merci, merci encore Aurélien. Est-ce que tu as une petite citation? Alors on en a parlé un petit peu avant. Une petite citation, un petit mantra, un petit mot de la fin. Oui, alors, comme je te le disais, je vais le redire, j'ai pas quelque chose qui me guide, sur lequel je regarde tous les matins, mais c'est vrai que j'ai compris avec le temps que l tout est expérience, en fait. Celui qui échoue, c'est celui qui arrête d'avancer sans apprendre, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment, ce serait vraiment ça, c'est de il faut toujours là, on a parlé des réussites, il y a eu plein d'échecs, l'échec du fait de ne pas avoir pu faire le projet, que j'ai parlé au tout départ. D'ailleurs, j'en parle très, très peu parce que c'est encore un peu, sensible, mais ça a été très difficile pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, mais c'était une super expérience et je reste toujours maintenant que je suis face à une difficulté, je me dis: «OK, la difficulté, elle est là. Là, on est face à une difficulté actuellement», mais je la regarde et je dis: je vais avancer, je vais avancer. Il faut que j'avance. Je regarde si j'ai le poteau en face de moi, est-ce que je peux aller à droite? Est-ce que je peux aller à gauche? Est-ce que je peux passer en dessous? Est-ce que je peux le creuser? Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux aller chercher une échelle et cetera? Mais c'est toujours qu'est-ce que mon expérience va pouvoir m'amener et qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Et dès que j'ai un truc, je fais: «OK, qu'est-ce que je dois apprendre absolument de ce qui vient de m'arriver là?» Même si c'est l'événement le plus grave et comment je vais faire? Comment je vais utiliser ça pour continuer à avancer? C'est toujours très beau à dire comme ça, dans le dur, c'est toujours challengeant, mais je prends toujours un step en arrière et je me regarde en disant: «Qu'est-ce que tu apprends là? Où est-ce que tu vas avancer? Où est-ce que tu vas grandir de ce que tu apprends là?» Et tu vois, on le disait en off en début de l'émission, allez, on va partir sur un format peut-être 3/4 d'heure, 1 heure. Ça fait à peu près 1 heure et demie là que qu'on est Oh là là. ensemble. C'est super, je me régale et j'espère que les auditeurs, les auditrices qui sont encore là, comme je le dis dans la petite bande-annonce de fin, ils font partie vraiment de la Dream Team de la bonne fortune. Donc mille merci Yes. encore une fois pour vos écoutes attentives. Ce podcast, il a 3 mois et demi maintenant. Là, il va avoir 4 mois à la publication de cet épisode. J'en suis vraiment très très satisfait. J'ai des retours vraiment exceptionnels et ça motive encore plus pour aller continuer mon petit voyage sur ce chemin de l'investissement dans tous les points. Qu'est-ce que tu peux souhaiter
aux auditeurs, au podcast si tu veux, mais surtout aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, qu'est-ce que tu peux souhaiter? Ça sera vraiment le mot de la fin. Je peux souhaiter à nos auditeurs de parce qu'on l'est tous, sortir de nos conditionnements pour aller vers, l'être véritable que nous sommes, de kiffer chaque jour et l'argent, tout ça sera une conséquence de si on parle d'argent ou de réussite ou voilà, ça sera une conséquence de ça, c'est d'être dans le kiff chaque jour de ce qu'on fait, c'est et voilà et d'aller vers qui on est vraiment et ce que l'on veut vraiment en enlevant tous les conditionnements, parentaux, sociétaux et cetera. Bah, merci, Aurélien. On te retrouve donc, encore une fois sur ta chaîne, YouTube, sur, ton site, Iluti, Investissement et sur LinkedIn également. Oui. LinkedIn où vous pouvez me retrouver, également, j'essaye d'être de plus en plus présent. Mille merci pour tout ce temps passé, toutes ces pépites, ces Merci à explications. toi beaucoup. Merci, merci. Merci pour tout ça. On continue d'avancer avec la bonne fortune et même sans. On continue toujours d'avancer et de prendre un grand, grand plaisir. Mille merci encore Aurélien et je te dis à très, très vite. Merci à tous et à toutes qui nous écoutaient jusque-là. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune, et c'est aussi et surtout que tu as sans doute apprécié cet épisode. Alors dans ce cas, n'hésite pas à le crier à la terre entière, tu peux le dire que ce soit en commentaire, par mail, ou alors sur l'ensemble des réseaux comme Instagram, où je réponds à tout le monde. Et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, ne le garde plus pour toi, on a tous un, deux ou plusieurs amis et proches autour de nous à qui cette émission pourrait servir. Alors je serais heureux que tu la partages à ton tour afin qu'on fasse ensemble de ce podcast une référence de l'éducation financière et de l'investissement. Si tu veux aller plus loin encore, tu peux t'inscrire à la newsletter pour ne rater aucun épisode et pour recevoir chaque semaine un mail très court avec des bons plans, des trucs et astuces et plein d'autres surprises. Pour finir, je tiens à remercier l'ensemble des nouveaux abonnés et des nouveaux auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci aussi à celles et à ceux qui ont pris les 30 secondes pour laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment les 5 étoiles sur Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Alors comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.